à tous et bienvenue dans cette deuxième conférence organisée par la Fondation Attijari Wafa Bank. Une conférence qui aujourd'hui a pour titre Covid-19, cap sur un nouvel élan de solidarité économique. Vous l'aurez donc compris, c'est sur le volet économique que nous allons nous attarder aujourd'hui avec nos invités que je vous présenterai dans un instant. Avec eux, nous évoquerons dans un premier temps l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, non seulement en faveur des entreprises, mais aussi des ménages et des personnes les plus précaires. Dans un deuxième temps, nous essaierons d'identifier les différents leviers, acteurs, outils institutionnels et humains qu'il faut mobiliser pour rendre ces mesures opérationnelles, mais également efficaces sur du moyen et du long terme pour endiguer une éventuelle récession économique. Et puis enfin, dans une dernière partie, nous essaierons de voir quelles pistes de réflexion ouvre cette crise et éventuellement à quelles réformes aussi elle pourrait donner lieu, notamment dans le cadre d'un nouveau modèle de développement. Et pour accompagner cette réflexion avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Abdelghani Youmni. Bonjour, vous êtes économiste, enseignant, chercheur et militant associatif. Bonjour M. Youmni. Bonjour Madame Harrat, merci pour l'invitation. Merci à vous. Soraya Katani est aussi avec nous. Soraya Katani, vous êtes fondatrice de Fomagov, vous êtes analyste en communication politique et publique. Bonjour. Et enfin, avec nous également, Monsieur Mehdi El Fakir, vous êtes économiste et consultant en management du risque. Merci également d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, comme je vous le disais il y a un instant, on va commencer dans cette première partie par revenir sur l'ensemble des mesures qui ont été prises, sans entrer encore dans le détail de leur mise en œuvre, mais simplement faire un rappel de tout ce qui a été annoncé. Alors, Mehdi El Fakir, est-ce qu'on peut avec vous revenir sur celles qui concernent les entreprises ? Comme vous le savez, la veille de la proclamation de l'état d'exception sanitaire, un comité de veille économique a été créé, supervisé par le ministère de l'économie et des finances, dont la mission était de concevoir et de mettre en œuvre des mesures destinées pour venir en aide à la population de façon générale et des entreprises de façon particulière. Et les premières décisions qui ont été prises, parce que ce comité travaille toujours, il va certainement être appelé à prendre d'autres décisions, mais les toutes premières décisions qui ont été prises en faveur de l'entreprise ont été orientées vers un allègement de la pression et des charges de ces entreprises. Donc, première décision qui a été prise, c'était le report des échéances fiscales du 31 mars au 30 juin, et également le 31 à 30 avril au 30 juin, également le report des échéances sociales aux mêmes dates, c'est-à-dire le 30 juin, sans oublier la possibilité d'être indemnisé pour les salariés qui sont affiliés à la CNSS à hauteur de 1 000 dirhams pour le mois de mars et 2 000 dirhams au-delà de ce mois. Et sur un autre plan, et pour l'allègement de ces entreprises sur le plan financier, le GPBM a annoncé en contribution à cet effort national un ensemble de mesures visant le report des échéances bancaires et de leasing de 3 mois sur demande, bien sûr, et également la mise en place de lignes de fonctionnement exceptionnelles pour permettre aux entreprises de financer leurs activités et de ne pas subir un arrêt. Également, et c'est le plus important, la contribution de l'État à travers bien sûr, le produit d'Aman Oxygène. C'est un produit garanti par l'État à travers la CCG et qui a permis bien sûr aux entreprises de disposer d'une ligne de fonctionnement pour pouvoir subvenir à leurs besoins et de continuer surtout à travailler et à opérer en ce temps de crise, de peur bien sûr de voir la disparition de notre tissu. Partant, bien sûr, je dirais en quelque sorte, sur le plan sectoriel, ils sont attendus. Ils vont être prises dans les jours et les semaines qui viennent. Monsieur Youmini, on vient de voir la liste des mesures pour les entreprises. Qu'en est-il pour les ménages et puis pour les personnes les plus vulnérables? D'abord, une chose très importante, alors c'est que la crise de 2008 a été la crise des subprimes. Ce sont les États et les économies qui ont sauvé les banques, alors que dans la crise aujourd'hui du Covid-19,
ce sont les banques qui vont sauver l'économie et les États. C'est une chose très importante à souligner, dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans le rôle des banques pas financiarisées et qui ne sont pas sur les marchés financiers, mais la banque comme levier de l'économie qui finance l'investissement, qui collecte l'épargne. Aujourd'hui, les banques sont au secours des États et des économies, et ça, c'est une chose essentielle et centrale à souligner. La deuxième chose, c'est que le Maroc, quand même, au niveau mondial, a été perçu comme un pays résilient, mais aussi comme un pays qui a marqué une grande résistance vis-à-vis de cette pandémie, une grande organisation au prorata de son poids économique et aussi de son poids de son tissu humain et aussi de son tissu social. Donc aujourd'hui, sur le fonds Covid-19, nous avons 34 milliards de dirhams qui ont été collectés. Ce ne sont pas seulement des promesses, nous avons 95% des fonds qui sont promis par des institutionnels et c'est la première fois que le Maroc se démarque dans le monde arabe, mais aussi en Afrique, par l'organisation d'un chômage partiel, parce qu'il y a quand même tous les gens qui travaillent, qui touchent 2000 dirhams aujourd'hui, et ce n'est pas l'équivalent du salaire, mais c'est quand même tous les gens affiliés à la CNSS touchent les 2000 dirhams. Les gens qui sont affiliés au RAMED, en fonction du foyer fiscal de la maison, ils peuvent toucher entre 800, 1200 et 1000 dirhams, et ça pendant toute une période de 4 mois. Et nous avons même les gens qui sont dans l'économie informelle, c'est-à-dire les gens qui sont ruraux ou urbains, qui touchent aussi les mêmes quantités, c'est-à-dire entre 800, 1000 et 1200 dirhams. Et je pense que c'est quelque chose à souligner. L'État marocain n'aurait pas pu prendre ce poids parce qu'il est très lourd, mais cette solidarité de la plupart du tissu économique et des banques marocaines et de plusieurs personnes physiques qui ont reversé de l'argent, mais aussi de plusieurs entreprises étrangères, a permis de collecter ces 34 milliards de dirhams, dont une partie va permettre le sauvetage des entreprises et une partie va permettre aussi de faire des transferts d'assistance vers les personnes les plus vulnérables et permettre de continuer cette cohésion sociale du Maroc et montrer cette spécificité. J'ai vu un reportage à Naples où les gens souffrent beaucoup plus que ce que nous voyons au Maroc. Et ça montre l'exception marocaine pendant ce type de catastrophe ou de problème. Madame, vous êtes spécialiste en communication politique et publique. On a évoqué toutes ces mesures qui ont été prises sur le volet économique et qui effectivement ont fait que le Maroc a été salué pour sa résilience et en tous les cas reconnu dans les mesures qu'il a prises. Comment, selon vous, a été gérée cette communication de crise face à une situation assez inhabituelle? Et deuxième question, on lit souvent que cette crise verrait le retour de l'État-providence. Est-ce que c'est le cas? Je souhaiterais d'abord, avant de répondre à cette question, souligner l'importance du sujet que vous évoquez à juste titre, la solidarité économique. Évoquer la solidarité revient à deux éléments qui sont importants, celui de la solidité, celui de la résilience, qui unit justement les êtres humains. Alors, par cette circonstance très particulière, nous passons d'une solidarité organique qui est caractérielle on va dire des temps modernes, où chacun avec sa spécificité et sa spécialisation produit la collaboration et la coopération qui lui revient, à une solidarité qui est traditionnelle, mécanique, et qui justement caractérielle, on va dire aux communautés traditionnelles, où le principe est justement, on se situe tous à peu près semblables. Donc effectivement, il y a le principe de proximité, de communauté, de collectivité qui revient de façon importante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le principe de la violence. Il y a la solidarité quand il y a un événement auquel nous ne sommes pas préparés, qui produit sur nous un événement, on va dire un sentiment assez violent. Alors la symbolique de la violence, elle est rapportée par la pandémie ou le Covid-19, et où on situe justement cette altérité où vit dans le vis-à-vis du virus, où l'État-nation avec la population se retrouve justement unis contre ce phénomène. Donc la symbolique se retrouve justement dans cette sacralité de l'union qui est importante. Alors l'essentiel justement de poser la question de la solidarité et de la solidarité économique, c'est qu'à un moment donné où il va y avoir justement une petite progression vers une autre sortie de crise où la violence va s'éloigner de plus en plus, le principe de solidarité devra malgré tout quand même fonctionner, parce qu'aujourd'hui les éléments
des efforts qui sont concoctés par l'ensemble des acteurs référents pour gérer cette crise, se situe au niveau de la gestion de crise actuelle. À partir du 30 juin, nous nous situerons dans une autre possibilité de vie commune où chacun va reprendre plus ou moins un semblant de vie, on va dire comme avant, c'est-à-dire que chacun va essayer de mener sa barque là où elle devrait le mener. Et donc, le principe de solidarité devrait fonctionner pour ceux qui n'ont toujours pas les moyens justement d'arriver. Donc, solidarité économique, mais qui devrait se prolonger. Alors, par rapport à la deuxième question au niveau de la communication de crise, j'aimerais d'abord dire qu'a priori, il ne s'agit pas de communication, parce qu'on parle de communication quand il y a eu beaucoup de feedback sur lequel il y a une régénérescence de réponses sur laquelle on situe justement des acteurs, des actions, des réactions, des ajustements, ainsi de suite. Or, l'état d'exception empêche cette communication. Le but dans une communication, c'est d'évoluer vers une solution qui soit bipartite ou tripartite ou collective. Aujourd'hui, le but, il est principalement, on va dire, la gestion de l'ordre et de la sécurité de l'ensemble des éléments. Donc, il y a information, principalement. Première nature, information, injonction, du genre le confinement est posé de telle date à telle date, il y a un couvre-feu à partir de 18h, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments d'information que tout le monde doit respecter. Il y a une réattribution, on va dire, de l'autorité administrative des organes d'État, justement, parce qu'il y a souveraineté au niveau de cette gestion de crise. Elle est d'abord souveraine parce qu'elle a été éminemment décidée de la part du souverain qui a décidé de cette situation et de la manière de la gérer. Donc, il y a une suite progressive là-dessus. Deuxième type d'information, c'est l'information explication, où on va se retrouver, par exemple, avec par exemple, tous les points presse qui sont donnés tous les jours pour situer à quel niveau est-ce que l'ensemble des contaminations se situe, comment est-ce qu'elle évolue la situation, ainsi de suite. Alors, a priori, donc, ce sont des informations. Il aurait manqué effectivement un petit peu plus d'explications. Là-dessus, il devrait y avoir plus d'échanges. Par exemple, le comité de veille devrait commencer à partir d'un certain moment donné un petit peu le détail de l'ensemble des attributions de ce fonds, sa distribution, le planning des prochains éléments, une situation plutôt ad hoc de ce qui se passe. Par contre, à côté de ce type d'information, il y a eu de l'information en communication, proximité, et ça a été mené par les autorités qui ont été sur le terrain auprès des populations pour leur expliquer la situation d'exception dans laquelle nous nous situons et puis l'importance du comportement à acquérir face à cela. Il y a eu la presse qui s'est mise en ordre de bataille justement pour accompagner l'importance des contenus qui sont mis en forme et mis en format. Et puis il y a eu l'information, on va dire, de sensibilisation, de vulgarisation. Et là, ce sont l'ensemble des budgets qui ont été mobilisés par l'ensemble des acteurs. Alors, je tiens à signifier au fait par rapport à cette situation de gestion de crise qui est particulière, c'est que véritablement, il y a une réaffectation de l'autorité administrative souveraine de l'État, où on est véritablement sur on va dire un portefeuille très fermé des organes de gestion de l'État. Le gouvernement, il est plus ou moins un petit peu mis à l'abri par rapport à un certain nombre de portefeuilles et de dossiers. Les partis politiques ou les politiques, il est complètement absent. Donc, on est véritablement dans cette situation de gestion d'une certaine forme d'immobilisation des éléments de façon à maîtriser principalement la peur, maîtriser l'ensemble des éléments qui nous sont inconnus, maîtriser la situation. C'est une communication-information qui est extrêmement verticale et descendante. Donc, on est dans ce cas de schéma de circulation, on va dire, des éléments de contenu. Merci Soraya Katani. Alors pour continuer sur ces mesures, Monsieur Mehdi Fakir, vous avez tout à l'heure parlé des mesures concernant les entreprises. On a aussi évoqué avec Monsieur Youmni celles pour les ménages. Est-ce que ces mesures, d'une part, sont adaptées à cette situation et vont-elles être suffisantes? Quel va être leur coût? Il a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Youmni. Et quel va être leur coût donc? Il est clair que ces mesures n'ont pas encore, je dirais, pris en quelque sorte forme, parce que c'est une toute première vague. Il faut tout simplement dire que la première, bien sûr, préoccupation des pouvoirs publics,
c'était de permettre à nos concitoyens et aux entreprises de résorber en quelque sorte et, je dirais, faire face à cette première vague, à ce premier choc. Mais dès lors que nous avons déjà commencé à évoluer dans le temps, la nécessité est apparue pour cohabiter avec cette crise. Donc, les mesures qui sont en train d'être conçues et qui vont être mises en place bientôt sont des mesures qui sont de plus en plus spécifiques. On témoigne de la mesure qui a été prise dernièrement concernant les auto-entrepreneurs qui vont bénéficier d'un crédit spécifique avec un plafond de 15 000 dirhams sur 3 ans avec un an de différé. Donc aujourd'hui également, il y a des réflexions concernant des secteurs qui sont ciblés, notamment le secteur touristique qui est fortement touché et fortement impacté. Donc aujourd'hui, le coût, il est trop prématuré de parler d'un coût. Le coût que nous pourrions aujourd'hui évoquer, c'est un coût de mesure de première nécessité. Par la suite, tout dépendrait de l'évolution de la crise sanitaire, du déconfinement, de la reprise des partenaires du Maroc, de la reprise également des secteurs au Maroc, de leur capacité d'adaptation. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que notre tissu entrepreneurial n'est pas un tissu qui est à 100% assisté. C'est un tissu qui est en train de s'adapter graduellement, difficilement certes, mais graduellement avec cette crise, et que par la suite, nous allons faire les comptes. Comme l'a si bien dit au début de la partie Siliomni, bien sûr qu'il y a le fonds, et l'argent qui est dans ce fonds est un argent qui est très précieux. 2 milliards de dirhams ont été déjà affectés pour la mise à niveau, bien sûr, de nos infrastructures sanitaires, parce que nous sommes avant tout en crise sanitaire. Mais par la suite, il va falloir imaginer des mesures qui vont permettre de relancer le tissu entrepreneurial. Et le coût ne pourrait être déterminé. Le coût ne pourrait être déterminé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que nous sommes bien sûr en pleine crise, nous n'avons pas encore commencé le déconfinement, même graduellement. Deuxièmement, les pouvoirs publics ont compris que les mesures, les premières mesures, la première vague, qui avaient comme principal objectif de permettre de résorber ou de faire face à ce premier choc, sont des mesures qui sont de très courte durée. Et les vraies mesures se font attendre. C'est les mesures qui vont venir par la suite. Et à mon avis, les mesures sont des mesures qui vont permettre de cohabiter avec la crise. Peut-on imaginer un déclic? On va revenir tout à l'heure, on ne va pas aller trop vite, on va revenir tout à l'heure justement sur la question de la relance et à quel moment elle doit intervenir, mais pour continuer sur cette idée du coût de ces mesures, Monsieur Youmni, tout à l'heure vous évoquiez ce changement de paradigme par rapport à la crise des subprimes, où cette fois ce sont les banques qui viennent en aide aux États. Est-ce qu'on peut parler de cet acteur central qui est aujourd'hui la banque et du coup que tout cela va représenter pour le secteur bancaire? Alors, d'abord, je vais un petit peu être, je ne suis pas d'accord avec Solia Ktiani sur le fait que le comité de veille n'a pas beaucoup communiqué. Quand on va sur le site du comité de veille, on voit qu'il y a pas mal de communication sur toutes les mesures qui ont été prises. Il faudrait souligner pour les gens qui vont regarder cette conférence qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs parties prenantes, mais nous avons un seul pilote dans l'avion qui est l'exécutif, le gouvernement. Il n'y a pas d'atomicité dans la prise de décision. Par contre, il y a de l'information qui circule soit sur les réseaux sociaux par le biais de petites web TV qui apportent quand même pas mal de choses positives dans le rôle que joue l'administration, c'est-à-dire public ou publique, et aussi sur le comité de veille où il y a pas mal d'informations. Les banques aujourd'hui, ils ont relayé pas mal d'informations. Aujourd'hui, je pense que sur le plan de la gestion conjoncturelle de cette pandémie, le Maroc s'en sort très bien à tous les points de vue. Et je parle toujours et je reviens en fonction de son potentiel. Le Maroc, c'est une économie qui souhaite être émergente, c'est un pays qui a une économie intermédiaire, donc ce qui est un PIB qu'on connaît. Donc, mais sur ce qui se fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup de positifs et je salue vraiment tous les pas qui ont été faits par les différentes parties prenantes. Mais sur les élus locaux, là je rejoins Soraya Ktsani, leur absence par rapport à ce qui se fait ailleurs est vraiment marquée et remarquable et négativement. On peut vraiment dire qu'ils ont fait, ils ont été vraiment absents dans cette pandémie. Je parle des élus locaux, mais aussi de certains parlementaires. Maintenant, sur le rôle de la banque, il est très positif. Le rôle de la banque, c'est un levier. Aujourd'hui, les banques accompagnent les entreprises. Elles essayent aussi pour préparer la relance de l'économie. Mais comme Mehdi Fakir l'a souligné, on ne sait pas, là, on est comme si on a
on a reçu un ouragan et on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est les faillites, on va les dénombrer quand on sortira de la crise. Et sortir de la crise, ce n'est pas le mois de juin, ce n'est pas le mois de mai, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. On souhaite que ce soit d'abord un confinement d'abord social progressif, mais également un confinement économique progressif pour qu'on puisse redémarrer la machine. Il y aura un problème de cash flow énorme. Les banques sont prêtes à accompagner. Et il faudrait mais on ne peut pas mesurer aujourd'hui parce qu'on connaît les variables. Nous avons un fonds de solidarité, mais ça, c'est le fonds de solidarité. Nous avons les banques qui sont prêtes et nous avons la Banque centrale qui a baissé de 0,25 points. Moi, j'aimerais qu'elle baisse d'un peu plus, de 0,5 points, pour qu'il y ait plus de monnaie, parce qu'on a une inflation qui est très faible, 1% qui favorise les rentiers aujourd'hui et ne favorise pas l'entrepreneuriat productif. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir le poids des variables, parce que nous n'avons que les variables. Alors, ce qui impactera les banques, c'est surtout les faillites d'entreprises et le chômage. Donc, les banques aujourd'hui sont en train, et depuis le mois de mars, depuis la fin du mois de mars, d'abord de rallonger des lignes de crédit, de permettre aux entreprises de faire de reports de paiement, mais également à des ménages pour les prêts immobiliers, pour les prêts de consommation. Et tout cela a un coût pour les entreprises parce qu'il se fait vraiment avec le taux directeur de la Banque centrale plus de 100 points, c'est-à-dire plus à peu près le taux d'inflation. C'est-à-dire que les banques ne sont pas en train de gagner de la marge sur ce qu'elles font pour sauver l'économie. Le sauvetage de l'économie, c'est également le sauvetage de la banque, mais c'est aussi le sauvetage de la nation et de la société marocaine. Alors, pour la mise en place de ces mesures, je voudrais qu'on s'arrête sur les acteurs, les leviers institutionnels et humains qui permettent la mise en œuvre de ces mesures. De quels atouts disposons-nous aujourd'hui pour que ces mesures soient rendues efficientes et au contraire, qu'est-ce qui nous manque? Quels sont les points sur lesquels on a peut-être achoppé ou sur lesquels on est en train d'achopper pour faire aboutir ces mesures? Par exemple, pour ce qui concerne la prime de la CNSS, 55% seulement des salariés, selon les chiffres du HCP, sont affiliés à la CNSS, par exemple. On ne dispose pas non plus d'un fichier social pour identifier les personnes les plus précaires. Donc, la question, c'est sur quoi peut-on s'appuyer qui est un atout pour nous et au contraire, qu'est-ce que cette crise a révélé de nos manques et qu'il conviendrait donc du coup de corriger? Monsieur Fakir? Je crois personnellement que cette crise a démontré un problème d'organisation institutionnelle, dans la mesure où nous n'avons jamais eu un dispositif de gestion des risques proprement dit, sur le plan institutionnel et sur le plan de stratégie des pouvoirs publics. Ce qui fait aujourd'hui que l'économie a été livrée à une haute pression et un choc qui est immense et qui n'a pas été sécurisé. Si les banques, ils ont toujours bien sûr à travers BAL 3 des coussins de sécurité à travers des provisions, à travers des mesures prudentielles, malheureusement, nous n'avons pas pu bétonner bien sûr notre développement économique de façon à ce qu'il soit immunisé. La preuve en est, c'est que dès le premier choc, nous avons rencontré, nous avons pu observer beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, qui ont été pratiquement livrées à elles-mêmes. C'est vrai que le secteur bancaire est en train de faire quelque chose d'extraordinaire en la matière, mais ça risque de pénaliser sérieusement et fortement les ratios prudentiels des banques et avec une augmentation qui est imprévisible de la sinistralité bancaire. Mais aujourd'hui, il nous faut un cadre institutionnel qui manque, il nous faut vraiment une politique publique qui permet non seulement de gérer les risques, mais également de bétonner sur le plan socio-économique le développement de notre économie. Et nous avons, et c'est le plus important, un modèle de développement économique dont l'ADN serait la gestion des risques. C'est bien de développer, c'est bien de se développer, mais si nous n'avons pas les coussins de sécurité, si nous n'avons pas les garde-fous nécessaires, malheureusement, ce développement risquerait d'être remis en question, remis en cause, et malheureusement, le coût va être exorbitant. Je suis d'accord avec Silioumi lorsque nous disons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire une évaluation, mais aujourd'hui, il faut absolument apprendre des leçons du passé et se dire qu'il faut cohabiter avec la crise, il faut se préparer pour le court et pour l'après-crise, et il faut bien sûr accélérer les chantiers structurants. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de se retrouver
avec un tissu entrepreneurial qui n'est pas couvert sur le plan social. Ça n'a aucun sens également de se retrouver devant un tissu entrepreneurial malheureusement qui est à court de liquidité. Et ce n'est pas la faute aux banques, c'est la faute à la gestion des entreprises. C'est un problème d'encadrement, c'est un problème de culture, c'est des problèmes qui sont structurels et je ne suis pas du tout d'accord lorsqu'on réduit le problème au comportement administratif des banques. Je crois que c'est très réducteur. Le problème, il est plus profond. J'espère que le garde-fou bancaire fonctionnerait jusqu'au bout, mais je prédis que même les banques vont avoir des pertes liées bien sûr à la sinistralité, parce que comme l'a si bien dit Sidoumni, une partie de notre tissu entrepreneurial, malheureusement, il va disparaître. Donc, il faut une stratégie globale de gestion des risques pour tout le pays. Monsieur Youmini, même question sur les atouts et puis sur ce qui nous manquait. J'évoquais notamment le fichier social unifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que je crois que vous avez travaillé sur ce sujet. Alors, premièrement, je vais surprendre les gens qui vont regarder notre conférence. C'est que nos atouts aujourd'hui, ils sont paradoxaux par rapport à ce que c'est que notre économie. C'est que nos atouts aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un marché financier très puissant. Et ça sauve un peu nos entreprises. Nous n'avons pas une monnaie convertible à 100%. Et ça nous sauve aujourd'hui vis-à-vis de cette pandémie, parce qu'il y aurait pu aussi des situations de spéculation sur notre monnaie, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui aussi une croissance marocaine tirée par la demande intérieure, c'est-à-dire la consommation, l'investissement et la commande publique. Et c'est Fakher, il connaît très bien le sujet de la commande publique. Donc, nous avons nos faiblesses aujourd'hui sont nos forces face à cette pandémie, et puis nous avons des valeurs communautaristes dans notre pays. Alors maintenant, est-ce que moi j'ai beaucoup travaillé et je suis un défenseur de registre social unifié, il nous le faut. Il faut que chaque Marocain puisse posséder un identifiant fiscal pour être citoyen, un identifiant social pour payer ses cotisations et recevoir aussi des transferts. Et aussi un registre social unifié de la famille qui permet un jour, et je l'espère, qu'on puisse subventionner l'éducation, qu'on puisse subventionner la santé et qu'on sorte des subventions aveugles dans lesquelles on est aujourd'hui. Alors, Fakher a souligné un point très important. Pourquoi nos entreprises ne sont pas n'ont pas un cash flow suffisant? Parce que malheureusement, nos tissus d'entreprise est pour la plupart familial. Et souvent, nous avons des vases communicants entre la rente et l'entreprise réelle, entre l'économie réelle et la rente, même dans la même entreprise. Et c'est ça qui fait. Mais moi, je suis vraiment très optimiste. Aussi très optimiste sur que cette pandémie nous apportera de l'espoir et peut-être que sur notre position régionale avec l'Europe, qu'il y aurait de relocalisation dans notre pays qui permettront au Maroc d'aller par exemple, vers la médecine, fabriquer les médicaments, vers le textile, vers d'autres industries, et qu'on puisse devenir un pays où la science produit, pas seulement la sous-traitance, qu'on sortira du low-cost au niveau entrepreneurial. On évoquait tout à l'heure la question de la concomitance entre crise et relance, à savoir qu'il ne faudrait pas qu'il y ait deux temps, le temps du vécu de la crise et puis après le temps de la relance, mais qu'il faudrait penser les deux en même temps. Madame Soraya Ktani, est-ce que d'un point de vue, j'allais dire politique, c'est effectivement important que les deux temps soient réunis? Je reviendrai juste pour apporter un complément par rapport à l'information du comité de veille. Au fait, ce qui a été souhaité de souligner tout à l'heure, c'est véritablement l'ensemble des affectations du fonds de solidarité et à partir de quoi est-ce que justement les distributions vont être faites, sachant que l'ensemble de la récolte aujourd'hui, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui le comité de veille a sorti ce matin une communication pour justement spécifier les attributions de ce fonds de solidarité de façon à ce qu'il y ait une transparence. La transparence est un élément qui est important. Quand bien même le fonds de solidarité est en général globalement on va dire subventionné sous forme de dents, mais il est important de spécifier la nature justement de cette structuration. Elle participe justement à cet effort de communication et de structuration de l'organisation des éléments d'effort qui sont mis en place
par l'ensemble des organes qui gèrent cette crise. Alors ensuite, par rapport à la relance économique, il ne faut pas oublier que nous sommes pratiquement mi-2020, nous sommes à la veille d'une nouvelle campagne électorale l'année prochaine. Nous attendons la version plus ou moins finalisée de la commission de développement sur le nouveau modèle de développement. Donc, quelle est l'importance de ce temps à gérer? Elle se situe d'abord aujourd'hui dans cette sortie de crise. Nous sommes encore en confinement. Nous arrivons à la date du 20 juin avec plus ou moins peut-être une première sortie du confinement, c'est-à-dire une remise à marche relativement, on va dire, atténuée de l'ensemble de l'économie. On ne pourra avoir véritablement de réalité économique qu'à la fin peut-être de l'année pour situer les niveaux de fragilité par rapport à l'ensemble des secteurs économiques. Par rapport à l'action politique, ce qui est important aujourd'hui de dégager, et pour rappeler encore, on va dire, leur absence du terrain, alors que véritablement leur action devait se situer à ce niveau-là, c'est quel est l'effort qu'ils vont consentir à mettre en place par la suite de façon à ne pas être uniquement dans la récupération politique à la veille justement des élections. De quelle manière est-ce que les partis politiques en tant qu'institution, parce que le pouvoir justement est dans l'action organisée, comment est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être à un moment donné récupérer justement ce pouvoir de l'action organisée pour apporter un bienfait structurel à la reconstruction non seulement de l'économie, mais également de l'ensemble des personnes, des individus, des sociétés qui sont encore en fragilité. Alors cette crise, elle a démontré justement l'importance et la typologie de ces fragilités qui ne sont pas uniquement individuelles. Nous avons aujourd'hui à peine 12% des entreprises qui n'ont pas sollicité d'aide du Fonds de solidarité. Un petit peu plus de 39% y ont eu déjà recours. Et puis on attend le reste pour voir quelles sont justement l'évolution de l'ensemble de la situation pour pouvoir prendre des décisions. Donc on est encore dans, on va dire, dans des situations assez ombrageuses par rapport à l'évolution de l'ensemble des décisions qui vont être prises. La classe politique, à un moment donné, devra récupérer une place justement dans l'ensemble de cette crise. Une fois que l'état d'urgence sera levé, le chef de gouvernement a entrepris des réunions de dialogue avec l'ensemble des chefs de parti, mais l'absence, elle est effectivement notoire, elle est inquiétante, donc on attend effectivement la suite pour situer le temps d'accompagnement de cette état d'urgence qui va devoir encore se prolonger dans ses conséquences. Monsieur Mehdi Fakir, sur cette question de la relance, M. Youni a aussi évoqué tout à l'heure les différents secteurs industriels qui vont être concernés. Beaucoup sont extrêmement touchés par la crise aujourd'hui. Alors, il y a des entreprises qui dépendent uniquement de la demande intérieure, il y en a qui dépendent de la demande extérieure, donc qui vont être directement liées à la reprise de l'activité de nos voisins européens. Donc là, la politique de proximité et de voisinage va avoir un impact très fort. Selon vous, comment est-ce qu'on peut penser cette relance et est-ce qu'il faut la penser d'abord à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui? Absolument, nous n'avons plus de temps à perdre. L'attentisme risquerait de coûter cher à notre économie, risquerait de coûter cher pour l'avenir de notre pays. Et par le passé, le Maroc a vécu des moments difficiles parce qu'il y a eu vraiment ce sentiment d'attentisme. Pour ne pas perdre notre souveraineté économique, il faut absolument réagir. Monsieur Youni l'a précisé à juste titre. Aujourd'hui, nous risquons d'alourdir un peu l'endettement des entreprises, d'alourdir un peu l'endettement des banques et de facto alourdir plutôt l'endettement de l'État. Mais ce que je sais personnellement, c'est que commençons par l'entreprise. Et je vais vous donner un exemple de cette aide qui est demandée par l'État en faveur de l'entreprise. Récemment, le directeur de la douane a adressé un courrier au président de l'association des importateurs des véhicules en lui demandant de reporter les échéances de leurs importations pour bétonner, sauvegarder et tout simplement protéger nos réserves en devises. Le Maroc a fini également par utiliser sa ligne de précaution. Le Maroc est en train de faire ses calculs pour garder cette marge de souveraineté économique importante. Pour les entreprises, pour qu'ils puissent bénéficier de l'aide de l'État, il faut tout d'abord qu'ils commencent par elles-mêmes. Il faut tout d'abord s'adapter. Il faut s'adapter.
Il ne faut pas attendre à ce que l'aide soit bien sûr communiquée par l'État. Voilà pourquoi l'aide de l'État doit être orientée pour une relance. Moi, je serais adepte à ce qu'on puisse imaginer des carottes fiscales, que nous puissions imaginer de l'aide financière pour se convertir ou se reconvertir, pour se diversifier. Il n'y a pas que le marché européen, il y a également le marché africain. Il n'y a pas également que plutôt l'activité conventionnelle, il y a une activité industrielle et je crois qu'aujourd'hui, parmi les atouts, au-delà de la solidarité nationale, dont a démontré bien sûr le fait que nous avons dépassé le seuil des 10 milliards pour arriver à 35 milliards, c'est également l'innovation. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur nous-mêmes pour, bien sûr, fabriquer nos masques. L'ensemble de notre secteur et nos opérateurs au niveau du textile, on puisse se reconvertir du jour au lendemain et ils font ce travail avec brio et nous réalisons des quantités et des niveaux de production qui sont records. Également, nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs sont aujourd'hui dans la capacité, bien sûr, de produire des machines de respiration. Rien ne nous manque aujourd'hui. Il faut innover. Il faut que l'État finance l'innovation. Il faut que l'État aide l'innovation, pas la rente, pas l'assistanat. Et voilà pourquoi l'ensemble des carottes fiscales devrait être une carotte fiscale qualitative, bien ciblée, bien orientée. Il faut chercher le Sud-Sud, parce que l'avenir du Maroc, c'est le Sud-Sud. Donc, il faut chercher les marchés, bien sûr, africains, ne pas attendre la relance européenne et la relance américaine et internationale. Il faut dès maintenant imaginer des mesures substantielles, des mesures qui sont vraiment novatrices pour changer, bien sûr, notre économie, pour que notre économie puisse changer de peau. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui revient dans la dernière partie que nous souhaitions évoquer, à savoir les réformes possibles sur lesquelles pourrait ouvrir cette crise. Monsieur Youni, est-ce qu'éventuellement une réforme fiscale, Monsieur Fakir vient de parler de la fiscalité, est-ce qu'une réforme fiscale pourrait aussi permettre de ramener des fonds pour faire face à la situation et éventuellement un impôt transitoire et peut-être à long terme une réforme de l'assiette fiscale? Est-ce que ça fait partie des réflexions qui peuvent être menées à l'issue de cette crise? C'est un impératif, la réforme sociale, parce que pour reconstruire un projet de société et pour reconstruire un nouveau modèle économique de développement pour le Maroc, il faudrait s'inscrire. Moi, je m'inscris sur ce que j'appelle le consensus de São Paulo des économistes néo-structuralistes. Parce qu'il y a le mouvement, il y a les keynésiens, il y a les néoclassiques, néolibéraux. Moi, je suis sur les néo-structuralistes, c'est-à-dire que pour porter une économie et la faire émerger, il faut soulever le fond, il faut développer le milieu et puis il faut apprivoiser le haut. Et c'est comme ça qu'on construit un modèle de développement. Alors, c'est un modèle de développement résilient, c'est-à-dire c'est qu'il faut une réforme. Et moi, la réforme que vraiment à laquelle je tiens le plus, c'est la réforme sur les successions au Maroc. Elles ne sont jamais réglées au Maroc. C'est des milliers et des milliers de milliards de dirhams au Maroc qui sont gelés. Il faut qu'il y ait une réforme de succession pour faire, comme dans tous les pays du monde, pour permettre de la redistribution. C'est-à-dire, quand il y a une succession, il faut donner 3 mois, 4 mois, 6 mois. Maintenant, au Maroc, il y a des successions qui mettent 40 ans à être réglées. Et l'argent, il est gelé. Normalement, l'argent doit circuler dans le circuit économique pour irriguer toutes les parties, l'entreprise, les ménages, l'État. Et donc, il faut une réforme fiscale d'abord sur ça. Il faut un impôt progressif, il faut une réforme fiscale sur les grandes fortunes et principalement les rentiers. Les rentiers parce que l'économie de la rente ne produit pas de valeur ajoutée et ne travaille pas et elle produit une richesse seulement pour elle-même. Et donc, il faut une réforme fiscale qui touche à la fois la rente et également les successions, c'est principal. Et puis, moi, je mets aussi sur les économies de services qu'il faudrait normalement fiscaliser plus que celles qui sont portées par le travail. Madame Soraya Katiani, je vais vous poser la même question sur les secteurs de relance, ceux sur lesquels il faudrait miser, et puis surtout une question sur cette solidarité dont vous avez si joliment parlé au début de cette conférence, et de voir comment cet élan pourrait être pérennisé. Est-ce que par exemple cette réforme ou cette proposition d'un impôt transitoire est un des moyens de pérenniser l'élan de solidarité actuel? Je vais commencer par la fin dans ce cas en parlant de solidarité. Vous citiez tout à l'heure la question de l'État-providence ou de l'État-nation. En fait, l'État a joué son rôle à juste titre, mais de façon remarquable, parce qu'il a démontré non pas uniquement
on va dire de la force sécuritaire policière, mais surtout d'une force d'organisation, d'une force de compétence, d'une force de prévision, justement, dans la gestion d'une crise exceptionnelle dans laquelle on n'était pas attendu. Donc, ce qui sera attendu justement de cette solidarité, c'est qu'elle puisse mobiliser encore par la suite justement cet élan d'État-nation qui a permis cette solidarité et donc structurer l'ensemble on va dire de la période dans laquelle, c'est-à-dire le demain, mais qui est en réalité déjà aujourd'hui, structurer le pays autour de grands projets sur lesquels les hommes et les femmes vont pouvoir se regrouper justement dans cet instinct de solidarité, parce qu'il nous a été démontré que c'est à travers les grandes crises que nous pouvons faire, on va dire, jaillir le meilleur de nous-mêmes. Alors ensuite, par rapport à certains secteurs sur lesquels nous pouvons revenir et qui nous ont été démontrés à juste titre comme étant importants pour la solidité et la fiabilité d'un certain nombre on va dire de structures de solidité de la société, c'est d'abord la souveraineté et la sécurité alimentaire. Nous sommes très dépendants, on va dire, de la culture du commerce extérieur en matière alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est de pouvoir revenir à la nature et à la qualité de notre façon de nous alimenter, nous les Marocains, pour pouvoir restituer notre souveraineté alimentaire. Et donc, sachant qu'aujourd'hui, nous apportons 50 à 60% des cultures vivrières, des légumineuses par exemple, les sucrières, et puis nous nous situons à un moment donné justement dans cette fragilité qui nous impose aujourd'hui de reconsidérer la fragilité des populations qui sont à juste titre très pénalisées par cette crise. Ensuite, nous devrons envisager des industries de survie. Et d'ailleurs, les industries de survie sont celles qui ont aujourd'hui permis justement la reconversion d'un certain nombre d'éléments d'industrie qui étaient à l'arrêt. Donc on a vu effectivement la genèse de plusieurs créations, de plusieurs modèles de masques, effectivement, de choses qui ont été mobilisées par l'encadrement d'un certain nombre d'organes d'État. Donc l'État devra être là pour redistribuer, justement, libérer le potentiel créatif, redistribuer et réaménager l'ensemble des politiques publiques, et puis participer à l'accompagnement justement de la redistribution de la justice et de la justesse des richesses de façon générale. J'aimerais aussi revenir à l'informel. L'informel a été effectivement aussi la structure qui a été la plus apparente de cette crise. On le savait, mais ça a été démontré de façon plus, on va dire, plus verticale, parce que nous n'avions pas d'éléments pour aller directement justement toucher les populations cibles, les segmenter, leur attribuer les aides qu'il fallait au moment où il fallait. Le RSE, effectivement, s'il était mis en place, il nous aurait facilité la tâche. Mais aujourd'hui, il est impérativement question non seulement de revoir, mais déjà de poursuivre, parce que ce qui est arrivé, c'est que nous avons récupéré peut-être 5 ans de retard sur l'ensemble de la responsabilité que nous avions peut-être pas produit il y a un temps. Et au fait de cette responsabilité, c'est justement l'amélioration de la valeur productive qui nous a permis d'aller directement là où il fallait. Donc récupérer la responsabilité par rapport à la valeur productive de façon à maintenir la qualité de l'exigence de la responsabilité, de façon à améliorer la qualité de l'État de la même manière, parce qu'un État, même providence, il a besoin d'avoir une économie prospère et d'une économie qui est bien développée pour pouvoir justement asseoir parfaitement sa force dans les moments de crise, où ça chavire comme maintenant. Et puis, il faut effectivement que la data, l'open data, donc l'ensemble des éléments d'informations concernant les individus, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, la catégorisation, la socialisation, l'ensemble, véritablement connaître justement cette énergie souterraine du Maroc qu'on ne connaît pas véritablement parce qu'on ne la suit pas, et donc pouvoir la mobiliser dans des économies nouvelles pour convertir aussi la faiblesse du chômage qui est important et pas tant chez nous au Maroc. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce nouvel élan de solidarité économique ouvert par cette crise. Merci Madame Ktani, merci Monsieur Youni et merci Monsieur Mehdi Fakir d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous remercie aussi, vous, de nous avoir suivis au nom de la Fondation Tijari Wafa Bank. Très bonne fin de journée à tous.